Chris Larson et Brad Garlinghouse coupables? C'est ce qu'on va voir dans un moment. Alors, bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 47 cents 19 en baisse de 0,7% depuis 24 heures. Les marchés aussi sont en recul avec 1,8 trilliard et la map est vraiment rouge. Comme on peut voir, on va faire un refresh et on peut constater que c'est quand même une belle marée rouge présentement en ce jeudi soir. Fiat Leak, même affaire pour toute la crypto en général. On voit très bien que 45 perdants contre seulement 18 gagnants. Et Sia Coin encore qui performe bien, à ma grande surprise. On va voir la nouvelle du jour que j'ai sélectionnée, en quoi que la SEC veulent des preuves que Chris Larson et Brad Garlinghouse, ils ont déplacé des XRP malgré une poursuite en justice. Apparemment, ils font pareil des échanges, puis ça pourrait leur nuire plus que d'autres choses. C'est ce que moi, je comprends de ça. Alors, la SEC veut savoir si les dirigeants de Ripple vivent de leur vente de XRP. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils vivent ou c'est Ripple? C'est la question que la SEC se pose. Alors, la US Security and Exchange Commission souhaite savoir si le produit des ventes de XRP est une source majeure de revenus pour le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, et le cofondateur Chris Larson. Dans une lettre adressée à la juge Sarah Netburn, l'avocat principal de la SEC, George G. Torreno, écrit que l'agence a obtenu des preuves que Larson semble continuer de déplacer son XRP malgré un examen juridique. Tenrino prétend que la situation financière des défendeurs est d'une importance cruciale pour l'affaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça dans les commentaires. S'ils font ça, honnêtement, c'est pas correct parce que ça va leur causer beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Je parle pas de XRP. XRP n'a rien à voir avec le procès, ok? C'est, présentement, on parle des deux dirigeants et de Ripple. En obtenant les registres bancaires de Larson et Garlinghouse, il serait possible de désanonymiser leurs transactions XRP et de déterminer tout l'univers de leur vente. Je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir, mais une chose est sûre, c'est que eux, ils ont déclaré qu'ils avaient fait 159 millions ici pour Brad Garlinghouse et 450 millions de dollars de vente avec le XRP pour Chris Larson. Alors, si c'est des chiffres qui sont plus petits que qu'est-ce qu'ils découvrent, ils vont avoir de méchants problèmes. Alors, sans les relevés bancaires, la SEC devrait prendre les défenseurs individuels au mot. D'autant plus que la SEC a déjà dû retracer manuellement, imaginez-vous donc, les transactions des défendeurs individuels depuis qu'ils ont fourni des données pour la dernière fois. Bon, ils participent, là, on voit qu'ils sont pas en train de vouloir pas leur donner leur information, là. Ils ont voulu faire en sorte que ça n'arrive pas, mais la SEC, ils ont quand même pas mal de pouvoir. Sans aucune garantie que la SEC a été en mesure d'identifier l'univers complet de leur vente et mouvement blockchain XRP. C'est une méchante tâche ardue de voir l'historique des transactions de ce genre de gars-là. Alors, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un plus pour la SEC si ils arrivent à voir leurs transactions au complet. Honnêtement, ça leur donne du pouvoir pour pouvoir vraiment fouiner davantage dans leurs documents et trouver quelque chose qui serait autre chose que 159 millions et 450 millions ici de vente d'XRP. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils se sont donné beaucoup plus que ça. Hein? Ici, le procès, il est juste de commencer. Puis, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je suis très, très, très surpris de voir des montants comme ça. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que 159 millions, c'est beaucoup d'argent, mais pour eux autres, pas tant que ça. 159, 450, pourquoi que ça serait pas plus comme peut-être 200, 240, puis il est juste déclaré 159. On sait pas. On va voir s'ils vont se faire prendre ou pas. La main dans le sac, comme on dit. On continue ici avec Monsieur Jérôme Powell, le chairman de la Réserve fédérale, qui dit que les CBDC doivent coexister avec les liquidités, l'argent papier. Ben, il pensait pas comme ça, mais maintenant, il pense de même. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell,
déclaré jeudi que les monnaies numériques des banques centrales devront coexister avec les espèces. On voit comment il change vite de tournure de phrase. Hein. Il y a 3 mois, quand on lui demandait ce genre de questions-là, qu'est-ce qu'il pensait de la monnaie numérique pour les États-Unis, puis qu'ils sont en train d'étudier, puis que ils vont voir qu'est-ce qui va se passer avec le temps, qu'ils veulent pas être les premiers là-dedans, qu'ils veulent voir qu'est-ce que la Chine va faire. Maintenant, il faut que ça coexiste avec l'argent papier. L'un des 3 principes clés mis en évidence dans le rapport est qu'une CBDC, qui est, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Central Bank Digital Currency. Monnaie numérique de banque centrale. Alors, ça doit coexister avec des espèces et d'autres types d'argent dans un système de paiement flexible et innovant. C'est ce qu'a déclaré M. Powell. Les améliorations du système de paiement mondial viendront non seulement du secteur public, mais également du secteur privé. Privé égale Ripple. OK? Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une compagnie privée. Parce que je reçois toujours des questions par rapport à ça par courriel et j'ai de nouveaux abonnés à chaque jour sur ma chaîne. Alors, il faut que j'explique un petit peu plus que Ripple, c'est une société qui est une entreprise privée. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde qui arrive sur YouTube, c'est tout. Là. Au contraire, on va là-dessus pour s'informer et je tiens compte des nouveaux qui arrivent quand même fréquemment. Hein, je reçois ce genre de questions-là. On continue ici avec Jeremy Hogan, on sait c'est qui, là, pour Ripple. Il fait beaucoup de vidéos en lien avec la SEC et Ripple. C'est un avocat. Au début, c'était pas son but, mais finalement, il a parti une chaîne, puis ça marche très bien parce qu'il parle beaucoup de ce sujet-là. Lui, il dit que la SEC recherche, entre autres, des informations financières, personnelles du défendeur. Là, c'est celui qui parle, là. Je crois que la SEC obtiendra la plupart de ce qu'elle veut et que le juge, Ned Burn, entrera une ordonnance de protection afin que vous et moi ne le voyions jamais. Peut-être une victoire pour la SEC. Oh. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils vont publier? Nous, on n'aura pas accès. Il va y avoir une ordonnance de protection pour ne pas qu'on puisse voir ça. Dommage, j'aimerais bien voir, moi, leurs dépenses. Alors, on continue ici sur Cointelegraph, en quoi que la Bank of America critique le Bitcoin et dit que acheter un Bitcoin, écoutez bien ça la gang, c'est comme posséder 60 voitures. Ouf! Hein, c'est de la pollution ça. Alors l'analyste de Bank of America, Francisco Blanch, a qualifié le Bitcoin d'exceptionnellement volatile, peu pratique et un actif désastreux pour l'environnement et qui est inutile comme réserve de recherche ou comme couverture contre l'inflation. 60 autos pour un Bitcoin. Quand même, hein, ça fait de la pollution. Ripple qui explore, ici sur The Daily Old, qui explore des moyens d'intégrer les NFT à le Ledger XRP. On le sait, on en a parlé la semaine passée. C'est ce qui est déclaré le CTO David Schwartz, qui est lui qui a créé, entre autres, le XRP Ledger, avec Jed McCaleb et Arthur Brito. Ici, on peut voir que le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, a déclaré que la société de paiement de San Francisco cherchait des moyens d'apporter des jetons non fongibles, les NFT, qui sont rendus vraiment populaires, surtout avec la vente de Beeple de 70 millions de dollars qui est vendu la semaine passée, je crois, le record de tous les temps pour l'instant. Alors, lui, il dit que dans une nouvelle interview avec Thinking Crypto, j'ai mis le lien de cette vidéo-là, je crois, il y a quelques jours, on peut voir David Schwartz et Thinking Crypto qui parlent, d'entre autres, des NFT. Note que il s'est personnellement intéressé à deux idées, particulières concernant les NFT. Alors, David Schwartz, il y a 2 trucs qui l'intéressent dans les NFT et on va voir ça immédiatement, c'est quoi. Le premier dit que c'est la volonté des gens de collectionner des choses. Tout le monde aime collectionner quelque chose, là. Alors, ça, en partant, comme numéro 1, ça, c'est le point que lui mentionne. Et l'autre aspect, en point numéro 2, c'est que l'autre aspect des NFT qui s'intéresse à Schwartz est lié à des droits numériques. OK? Alors, collectionner des choses,
pas collecter, là, c'est pas bon le mot, là, collectionner des choses, et les droits numériques, chose qui est vraiment présentement bafouée. Alors, l'expérience utilisateur actuelle avec des droits numériques est absolument horrible en raison du marché en constante évolution. Maintenant, avec les NFT, ça réglerait le problème et on aurait pu avoir des marchés qui sont vraiment en train de changer pour plusieurs raisons. Là, avec les droits numériques comme ça en NFT, tout est réglé, tout le monde est content, tout le monde possède une copie, puis la copie peut pas être à plusieurs personnes la même copie. C'est juste une clé, ça s'arrête là, fin de l'histoire. C'est très intéressant de voir pareil comment est-ce que ça évolue vite là. Si vous n'êtes pas intéressé, si vous n'êtes pas encore au courant des NFT, je vous suggère fortement de commencer à vous y intéresser, surtout qu'avec Flare Network, plutôt Flare Finance qui construit tout son système sur Flare Network, on va avoir des NFT très très rares, hein, avec, on le sait très bien, les samouraïs, là, les cartes, avec un droit de musique qui va nous appartenir, avec après ça, 3 différents samouraïs, mais apparemment, nous, on n'aura pas accès aux ultra rares et aux super rares, on va avoir accès seulement aux 750 qui sont quand même très très bien, là. La carte rouge, si je ne me trompe pas, on pourra voir ça dans une autre vidéo, qui permettrait, attachez-vous bien, qui est d'avoir 0,01% du pool qu'on met la carte NFT. Ça, c'est un petit secret, je vous dis, là, pour ceux qui écoutent mes vidéos, ceux qui vont détenir dans la compétition, par exemple, moi je gagne une carte NFT, ça me permettrait d'avoir cette carte et de la mettre dans un pool NFT qu'ils vont créer et qui rapporterait à vie 0,01% du pool. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé comme moi, mais je vous suggère fortement de vous appliquer dans la compétition qui va commencer dans environ 2 semaines. Il faut qu'il fasse une mise à jour du Custom 1 vers Custom 2. D'accord? Alors, j'en parle ici dans cette nouvelle-là, mais comme j'ai dit, ceux qui écoutent mes vidéos complètes, ils vont avoir des nouvelles uniques que personne d'autre, parce que je cache beaucoup d'informations dans tout ce que je fais pour voir si les gens ils sont vraiment comme intéressés à ma chaîne ou juste là pour ramasser les titres. C'est comme ça que je peux voir aussi s'il y a des gens qui me parlent du NFT demain, ben je vais savoir qu'ils se sont rendus plus loin dans la vidéo et je peux voir que par la suite le nombre de personnes qui regardent selon le nombre de temps, selon le nombre de plein de statistiques qu'on va voir sur YouTube. Là. Bref, 0,01% d'un pool, on pourrait recevoir ça en détenant ici un NFT Samouraï, là, la carte rouge. J'irai peut-être vous montrer dans une prochaine vidéo à quoi ça ressemble, là, même si j'ai déjà un petit peu montré il y a peut-être une semaine. On continue ici avec Visa, qui parle d'achat cryptographique avec leur carte de crédit. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment, Visa fait de progrès importants pour se rapprocher de l'industrie des paiements cryptographiques, qui vraiment comme évolue de façon rapide. Dans le dernier podcast avec Fortune Leadership Next, le PDG de Visa, Al Kelly, a parlé des projets de l'entreprise en matière de devises numériques. Le géant des paiements a laissé entendre que la société pourrait bientôt lancer la possibilité de faire des achats cryptographiques via des cartes de crédit. Au cours de l'interview, Kelly a déclaré « Nous essayons de faire 2 choses. La première consiste à permettre l'achat de Bitcoin sur les informations d'identification Visa et deuxièmement, travailler avec des portefeuilles Bitcoin pour permettre au Bitcoin d'être traduit dans une monnaie fiduciaire et donc immédiatement pouvoir être utilisé dans l'un des 70 millions d'endroits dans le monde où Visa est accepté. Ouf, 70 millions. Transactions immédiates. Ils sont en train de travailler là-dessus. C'est vraiment intéressant. Enfin, au cours du podcast, Kelly a déclaré qu'il travaillait actuellement sur une stratégie à plusieurs volets couvrant les bitcoins, les altcoins ainsi que les stablecoins. Alors, c'est en train, vraiment, eux autres, là, ils prennent une avance sur Mastercard, je trouve. Ils sont très avant-gardistes. Visa, félicitations. Alors, les gens ils pourraient acheter que ça. Transactions immédiates de Bitcoin à exemple de l'euro. C'est ça qui s'en vient. Puis, c'est ce genre d'entreprise-là comme ça que vous devez vous
vous coller à ce genre de nouvelles-là, parce que sinon, comment que vous voulez avoir confiance? Si vous écoutez, si vous lisez des nouvelles et que vous voyez des gros joueurs comme Visa, Mastercard, PayPal, Elon Musk qui investit 1,5 milliard dans Bitcoin, ça veut dire quelque chose. Vous devez être ouvert. Vous devez voir qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que si vous embarquez pas dans le train, ben vous allez rater la chance de votre vie. C'est une opportunité en or. Moi, j'aurais aimé ça embarquer quand Google a décollé, puis je voyais le train passer, puis je me disais, mes amis m'avaient dit, bon, moi j'en possède, ça coûte 80 piastres dans ce temps-là. Puis moi je trouvais ça cher 80 piastres, j'en voulais pas, j'étais jeune, hein, puis je me disais bon non, puis lui il en avait, puis il recevait des chèques, pas des chèques, des relevés par mois de son nombre d'actions qu'il possédait chez Google. Puis là je voyais ça, j'étais impressionné, mais en même temps je faisais rien pour en avoir. Moi j'ai préféré partir plus tard des sites et mettre du Google AdSense pour faire en sorte que ça rémunère. Alors que lui, il préférait juste investir dans la bourse, les actions. Bref, fin de la parenthèse. Alors ici, Visa à surveiller parce que eux, c'est des géants. Puis quand que quelqu'un possède autant de points de service que 70 millions d'endroits dans le monde, ben il faut quand même se poser la question à savoir, est-ce que j'écoute Visa ou j'écoute n'importe qui dit n'importe quoi. Alors Visa, ben il faut se coller à ce genre de personnes-là quand ils parlent. OK? Alors, juste un petit instant. Avant de quitter, je voulais vous dire que j'ai un compte Twitter. Vous pouvez me rejoindre à Olivier_XRP si vous avez envie de venir discuter. OK? Je suis rendu à 600 abonnés. Ça monte tranquillement. Ici, j'ai aussi un cours sur Udemy. 2 fois 4 heures de cours sur comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. C'est marqué ici, on le voit là. OK? Ça, c'était il y a quelques temps. Maintenant, je suis rendu à 850 étudiants. Ça augmente de plus en plus. J'ai 2 cours, c'est gratuit. J'ai une dizaine d'abonnés par jour là, qui viennent suivre mon cours. Et avec ça, vous êtes capable de pouvoir vous partir par vous-même et d'étudier des projets que vous allez pouvoir analyser qu'une technique que j'enseigne simple et aussi une technique de trading simple. That's it. Alors, mon message est passé. Je le remercie avant de quitter. Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Redouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour faire partie de mon cercle ici. Si vous voulez faire pareil comme eux, cliquez sur rejoindre et vous allez pouvoir venir me parler en privé sur Discord. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.